Chapitre 6. Le long chemin. On prenait les mesures pour mon armure de la Légion. L'artisan était un peu maniaque. Il avait carrément confectionné un mannequin à ma taille. « Si tu ne veux pas saigner à cause de 100 terraflures, reste immobile !» m'a-t-il prévenu 100 fois. « Tu n'as pas une armure préfabriquée ?» demandai-je pendant qu'il examinait ma poitrine. « Inspirez autant d'air que possible !» ordonna-t-il. Lorsque je m'exécutais, il répondit à ma question. « L'armée régulière reçoit l'équipement le plus léger. Les hommes du Lion reçoivent le meilleur. L'armure est en peau d'auroch trempée dans une résine bouillie spéciale. Je l'ajuste ensuite à votre taille. » Il mesura le mannequin avec sa toise. « Bien sûr, si vous voulez le remplacer, je suis tout disposé à le faire. »« Non, continue de mesurer. » ai-je grogné alors qu'il vérifiait mon entrejambe pour la 3e fois. 3 jours plus tard, mon armure était livrée. Nous nous étions déjà entraînés avec des pièces d'armure, mais maintenant j'avais l'équipement complet. Cela me rappelait fortement l'armure des légions romaines. À l'exception des rivets, le aume était le seul autre métal de l'armure. Nous avions appris à l'entraînement que la peau traitée à la résine était aussi dure que le métal. La résine contenait également un pigment rouge. J'ai deviné que le rouge était destiné à l'intimidation. J'ai décidé d'essayer tous les éléments de l'équipement. Les sous-vêtements ressemblaient plus à une couche avec un cordon, mais ils soutenaient bien le paquet. La tunique matelassée rouge foncé était la suivante, et je me sentais comme en robe prêt à danser. De grosses chaussettes de laine, suivies de bottes de cuir noir, me couvraient les pieds. L'armée régulière n'avait que des sandales, et pas de chaussettes non plus. Je portais également un pantalon en lin épais, inutile par temps chaud, mais il atténuait les frottements des jambières à boucles qui allaient du genou au tibia. Les jambières étaient rembourrées, mais il fallait les remplacer régulièrement. Autour de la taille, une lourde ceinture maintenait la jupe. Composée de lanières de cuir souple se chevauchant, elle me permettait de courir facilement en tenue complète ou de monter à cheval. Elle était également munie de bandes de cuir durcies couvrant l'aine, ce qui me plaisait. Les brassards à boucles ne couvraient que l'avant-bras et le poignet. À l'entraînement, nos instructeurs avaient constamment insisté sur la vulnérabilité de l'articulation du coude et de l'aisselle. Le plastron écailleux était composé de plaques de cuir superposées, recouvertes de résine rouge. Il avait un look vraiment déjanté, et aurait été parfait, si je n'avais pas compté sur lui pour me sauver la vie. Il était plus facile à enfiler qu'on ne le pense. Je l'ai enfilé comme une chemise, et j'ai utilisé les sangles pour le maintenir confortablement en place. Le dos était la seule pièce solide et rigide de l'armure. Le kit était fourni avec un mélange de cire d'abeille et d'huile de vison, pour conserver son éclat et sa brillance. J'aurais aimé avoir un miroir, maintenant que j'étais entièrement équipé. Les autres membres de la caserne me regardaient avec jalousie. Je les ignorais. L'odeur forte du cuir et de la cire d'abeille emplissait mes narines. C'était légèrement inconfortable, et il me fallait en remercier l'armurier. J'ai passé du temps à régler les bandes de cuir du casque pour qu'il soit bien ajusté. À vrai dire, j'avais l'impression de m'habiller pour un cosplay, et non de partir à la découverte d'un monde peuplé de créatures fantastiques et légendaires. Le lendemain, le commandant me retira de l'entraînement. Je fus promu sans ménagement dans la Légion du Lion, 7 semaines avant la fin de mon entraînement officiel. Damian passa du temps avec moi le matin, passant en revue mes fonctions auprès du mage Castille. « Tu seras le porteur de potions et des fonds de l'unité. Comme les espaces dimensionnels ne connaissent pas de progression temporelle, tu porteras diverses potions pour la compagnie du mage. Tu devras toujours combattre, mais seulement à la discrétion du mage. » Il sourit faiblement. « Bonne nouvelle. J'ai entendu dire que chaque membre de la compagnie est autorisé à utiliser son arme préférée. » La plupart des mages à la tête d'une unité demandaient à chacun de manier des armes spécifiques, afin qu'ils aient une apparence uniforme et puissent s'intégrer aux autres formations. Castille souhaitait apparemment que son unité soit la plus efficace possible, et autorisait donc les hommes à utiliser leur arme de prédilection. Le reste des nouvelles n'était pas aussi bon. Le mage Castille renouvelait généralement 2 à 3 légionnaires par mois,
ce qui, à mon avis, représentait un taux de mortalité assez élevé. Mes ordres arrivèrent. Je devais me rendre au plus vite sur le front occidental de Bhoutan pour rejoindre la compagnie de Castille. Je voyagerais avec une partie d'un détachement de l'armée régulière, se dirigeant vers un fort situé là-bas. Je serais le seul légionnaire du groupe. 2 jours plus tard, je marchais aux côtés de 124 hommes sur une route poussiéreuse. Je portais ma nouvelle armure de cuir. Bientôt, le cuir ciré fut recouvert de poussière, et ma sueur et mon odeur corporelle atténuèrent l'odeur du cuir frais. Le capitaine de l'unité s'approcha pour marcher à mes côtés, et nous discutâmes pendant la majeure partie du premier jour. Il m'informa qu'il nous restait environ une semaine de marche avant d'atteindre notre destination. Il me confia aussi librement tout ce qu'il savait. Le front occidental du Bhoutan marque la frontière entre notre royaume et les terres orques, avec les marais trolls coincés entre nous. Ce ne sont pas les trolls qu'il faut constamment mater, mais plutôt les gobelins des marais et les troglodytes. Les trolls se reproduisent lentement, tandis que les 2 autres races se multiplient abondamment, m'a expliqué le capitaine Lucien. J'ai demandé « Pourquoi ne pas éradiquer la source ?» Le jeune capitaine haussa les épaules. « Le territoire est principalement marécageux, ce qui le rendrait inutilisable pour les humains. Il sert également de barrière face aux orques du Bhoutan. De plus, il y a tellement de colonies souterraines dans les marais que les éliminer serait dangereux, et nous en manquerions certaines de toute façon. Ensuite, ils reviendraient et seraient à nouveau une nuisance avec le temps. » Chaque soir, nous montions le camp, et je m'installais seul. Mon équipement de légionnaire comprenait une petite tente personnelle, un set de cuisine, des rations et un sac de couchage. Tout le matériel dans le sac à dos pesait plus de 25 kilos. Marcher avec le cuir neuf et porter le sac à dos me causait de nouvelles douleurs et des irritations à des endroits que je préférais éviter de mentionner. Nous campions toujours à l'extérieur des petites villes à la fin d'une journée de marche. Je voulais remplir mon espace dimensionnel avec mon équipement, mais je préférais ne pas faire la publicité de mes capacités. Je pouvais manger dans le chariot des soldats et conserver ainsi mes rations. Grâce à cela, après avoir monté ma tente la première nuit, j'ai transféré les 5 kilos de rations dans mon espace de rangement dimensionnel, allégeant ainsi considérablement mon sac pour la marche de 50 km du lendemain. La nourriture n'était pas trop mauvaise, une sorte de chou doux avec des pommes de terre et du céleri. L'assaisonnement était minimal, mais c'était quand même nourrissant. Aucun soldat ne semblait disposé à me parler, même pendant les repas. Je me levais et faisais mes bagages dès l'aube, bien avant les soldats. Même s'ils ne portaient pas de sac à dos, ils étaient bien plus mal en point que moi. Les plaintes fusèrent dès que les officiers étaient hors de portée de voix. Je restais à l'écart, refusant de faire l'effort de me faire des amis que je ne reverrais jamais. Le capitaine choisit de m'accompagner à nouveau le 2e jour, et j'ai tenté d'engager la conversation en lui posant des questions sur lui. Le capitaine Lucien était le 3e fils d'un officier de carrière. Son père commandait une garnison dans l'une des grandes villes. Il était jeune, et c'était son premier commandement. Il allait commander la garde de nuit dans l'un des plus petits forts de la frontière. C'était une mission facile, selon Lucien. Au bout d'1 an, il serait rappelé et promu. J'ai demandé à Lucien ce qu'il considérait comme une mission difficile. Il m'a parlé des fronts de guerre actifs. Il y avait des escarmouches constantes avec les autres royaumes humains, elfiques et orques. Défendre et étendre ces frontières était une source constante de perte de soldats. Je lui ai demandé si les femmes étaient admises dans l'armée, comme à la Légion. Sa réponse fut calculée. Il me dit qu'on avait essayé, mais ça avait toujours échoué. La Légion était plus disciplinée et se surveillait bien mieux. C'est tout ce qu'il accepta de me dire à ce sujet. Les jours de voyage devinrent flous. Je passais mes nuits seul, sous ma tente, huilais mon armure avec la cire d'abeille de mon kit et aiguisais mes 2 lances et mon épée courte. Je pratiquais ce que Damian m'avait appris pour la manipulation de l'éther, regrettant de ne pas avoir une autre forme de sort à développer. J'avais suffisamment d'affinités élevées pour tenter de manifester une nouvelle capacité. Mon affinité de dépassement était à 61.
Le problème, c'est que Damian m'avait dit que la magie de téléportation nécessitait beaucoup d'éther, et l'éther était une chose qui me manquait. Le 3e soir, j'ai commencé à m'entraîner à la lance. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas trop rouiller. Le capitaine Lucien est venu s'entraîner avec moi. Il était bon grâce à ses 10 années d'expérience, mais j'étais encore capable de me défendre. Lorsque nous sommes passés à l'épée et au bouclier, son habileté à l'épée m'a largement surpassé. Heureusement, le capitaine était disposé à m'enseigner, ce que j'ai apprécié. Les soldats nous observaient pendant que nous nous entraînions, mais s'ils n'avaient pas reçu l'ordre de s'entraîner, ils se reposaient simplement de leur longue journée de marche. Après 6 jours et près de 300 kilomètres, les vastes champs et bois se transformèrent en bois morts et en mares nauséabondes. Nous avions atteint la lisière du marais d'Agorian. Nous atteignîmes un fort carré en bois au matin du 7e jour, mais les soldats avec qui je marchais se rendaient à un fort central plus grand, à 16 kilomètres plus loin. C'est là que mes ordres m'avaient également indiqué de me présenter. Le rythme s'accéléra à mesure que la destination se rapprochait, la fin signifiant le repos pour les hommes. Le fort central était massif, avec ses murs de pierre de 12 mètres de haut. Des murs de pierre dans un marais indiquaient que la construction de cette fortification avait nécessité beaucoup d'argent. L'intérieur était également imposant. La basse-cour était remplie de bâtiments à 2 étages, qui abritaient des commerces civils. En route, le capitaine Lucien avait décrit la partie basse du fort comme suffisamment variée pour satisfaire 1 millier de soldats, et récupérer tout l'argent de leur solde. Le capitaine Lucien désigna un petit bâtiment en pierre près de la citadelle, de l'autre côté de la cour. « C'est votre destination. Les bureaux de la Légion pour le fort. Chaque fortification militaire possède un bureau de la Légion, mais cette région voit rarement des membres de la Légion, alors je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. » Je passai lentement devant les boutiques avant de gravir la rampe de terre menant au bâtiment de la Légion. Je passai devant 2 bordels, une épicerie, 3 tavernes et une auberge. Les commerces étaient occupés par des soldats au repos. N'ayant pas d'argent, je partis à la rencontre de mon nouveau commandant mage. Le symbole de la Légion de Lyon était affiché sur la porte. Quand j'entrai, une femme d'âge moyen, vêtue de vêtements ordinaires, se tenait derrière un long comptoir. Il y avait quelques tables dans la salle, et une seule était occupée par 2 hommes en armure de cuir de la Légion usée et délavée. Un homme aux cheveux grisonnants me désigna du doigt. « Êtes-vous le nouveau porteur » demanda-t-il d'un ton bourru. J'ai hoché la tête. Cela me décrivait plutôt bien. L'homme se leva et fit tomber sa chaise par terre avec un bruit sourd. Il vida sa chope. « Il était temps. Le mage Castille est parti il y a 2 jours pour Formica, une grande ville minière nichée au sud d'ici, dans les montagnes Ironspine. Wiley, prépare les chevaux. Nous partirons bientôt. » Encore un peu choqué par cette simplicité, je restai silencieux. L'homme plus âgé me regarda, m'évaluant. Il finit par dire « Je m'appelle Firth. Helena peut vous amener à la réserve. Réapprovisionnez votre sac et prenez ce que vous voulez. Castille n'est pas du genre à aimer attendre, alors faites vite. » Je ne leur ai pas dit que je ne savais pas monter à cheval. Je pensais qu'ils s'en rendraient vite compte en chemin. Je n'avais fait que 1 ou 2 randonnées à cheval étant enfant. La femme m'a fait signe d'aller vers l'arrière-boutique, a déverrouillé une lourde porte, puis m'a laissé. J'y suis entré et j'ai trouvé 2 rangées de profondes étagères remplies de tout ce qu'un soldat pouvait désirer. Je me suis retourné et la femme avait disparu. Pourrais-je prendre tout ce que je voulais ? Serais-je facturé pour les objets comme pour mon armure ? Y aurait-il une sorte de registre ? J'ai lentement refermé la porte et j'ai commencé à parcourir les allées. Une allée était réservée à la nourriture, l'autre aux vêtements, à l'équipement et aux armes. Je n'avais pas beaucoup de temps et on m'a demandé de me réapprovisionner. Cela semblait être une mission à durée indéterminée.